Mais c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui pensent différemment pourtant, non? On les entend parler parfois dans les médias. Alors, il y a des opinions différentes qui s'expriment, mais alors, faut faire très attention justement à experts scientifiques et experts des médias, hein. Les experts de plateau télé, les gens qui parlent dans toutes les émissions pour donner leur opinion informée surtout, c'est pas forcément eux qui sont les plus à même de juger du sérieux scientifique et bien souvent ils en ont une connaissance extrêmement superficielle, voire une prétendue connaissance qui ne sert qu'à masquer leurs opinions préalables. Euh, donc faut faire très attention avec ce qu'on entend dans les médias parce que dans les médias, donc sur une émission de plateau télé ou une émission de radio ou une émission d'une chaîne indépendante, hein, YouTube, peu importe, mais qui a vocation à être reprise et à créer de l'information, la logique sous-jacente à la création de ce genre de contenu n'est pas du tout la même que dans les publications scientifiques. Quand un scientifique écrit un article pour être relu par d'autres scientifiques dans des revues scientifiques, son intérêt est d'avoir l'air le plus sérieux possible. Et c'est bon pour lui, c'est bon pour la conscience qu'il a de son travail, pour sa carrière. Voilà, donc c'est la logique, c'est un peu la récompense, c'est ça, c'est le sérieux scientifique. Pour une émission de télé, la récompense, la monnaie de l'émission de télé, c'est le buzz, hein, c'est le bruit médiatique qu'elle fait. Donc évidemment, la logique n'est pas la même. Et pour créer une bonne émission de télé qui fait bien parler d'elle, il faut la recette, c'est de mettre une personne pour, une personne contre. Voilà. Donc, et puis, de préférence, des gens qui ont au moins l'une des deux, qui parlent beaucoup, qui parlent fort et qui va créer du clash et le clash crée du buzz. Voilà. Donc c'est pas parce que quelque chose va créer du buzz, qui va beaucoup tourner et qu'on va voir s'affronter des arguments dont la plupart des gens, sans connaître à fond le sujet, ne sauront pas trop départager la véracité. C'est pas parce qu'on voit ça qu'il y a deux opinions qui ont un poids égal qui s'affrontent, hein. Euh, sur un plateau télé, on peut très bien regrouper un scientifique qui va vous parler des conséquences des activités humaines sur le réchauffement climatique, et puis un expert ou pseudo-expert qui va vous défendre une opinion contraire, à coup d'arguments rapides qu'on n'aura pas le temps concrètement en quelques minutes d'émission de creuser pour voir s'ils sont honnêtes ou non. Et voilà, on aura l'impression pour le spectateur que c'est un duel, hein, entre deux opinions qui se valent. Il y a des pour, il y a des contre, donc finalement on n'en sait rien, hein. Mais c'est pas vrai. L'expert qui va vous parler en général plus calmement des conséquences des activités humaines sur le climat, comme je vous le disais tout à l'heure, il a derrière lui, il s'appuie sur une communauté scientifique internationale quasi unanime, avec plusieurs dizaines de milliers de publications scientifiques qui vont toutes dans le même sens, hein. Alors que, voilà, vous prenez un animateur de radio, qui je ne vais pas faire l'honneur de citer son nom, voilà, qui vitupère contre les gens qui prétendent qu'il y a un changement climatique et qu'il est causé par les activités humaines, il n'en sait rien. Et s'il trouve un scientifique à la retraite pour appuyer ses propos, sachez qu'il ne représente que lui-même, il ne représente pas la communauté scientifique. Donc il faut se méfier, faut beaucoup se méfier du traitement que les médias font subir à la science, hein. Il y a un très bel article d'Hervé Morin paru dans Le Monde en 2010 qui s'appelle La vérité scientifique éclipsée par le bruit médiatique, que je vais mettre dans la biblio, qui résume bien un peu cette problématique de la représentation de la science dans les médias. Par ailleurs, souvent, le citoyen ordinaire s'informe même pas directement en étant assis devant sa télévision ou en écoutant sa radio ou en lisant un journal, mais il en a des échos par Internet. Et Internet fonctionne par fournisseur de contenu, donc ce qu'on pourrait appeler de manière générale des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous entendez parler souvent d'un article du Monde qui parle d'un article scientifique, et l'article du Monde lui-même, vous en entendez parler parce que quelqu'un le cite dans une émission de radio, et l'émission de radio, vous en entendez parler parce que quelqu'un va reprendre un extrait sur Twitter ou sur Facebook ou que sais-je, hein, ou sur Instagram. Donc il y a ce phénomène il faut se méfier aussi de ce phénomène de chambre d'écho, c'est-à-dire que bien souvent quand on reçoit l'information à travers autant
de petits miroirs déformants. On est dans une chambre d'écho, le phénomène de bulle, hein. Si vous suivez un groupe Facebook ou un fil Twitter de gens que vous aimez bien, il y a de grandes chances, sans que vous en rendiez compte, parce que pour vous c'est transparent, hein, que vous soyez exposé toujours au même type d'opinion. Et méfiez-vous, parce qu'il se peut que ce soit des opinions respectables, mais il se peut aussi que vous soyez inconsciemment manipulé, parce que vous êtes dans ce phénomène de bulle, hein, de chambre d'écho, qui fait que ben, vous n'entendez plus que sempiternellement le même son de cloche, hein. Vous savez, il y a des... Toute opinion a ça doit être une loi de l'Internet et du réseau social, toute opinion a sa petite communauté en ligne qui la défend bec et ongle, et de gens qui se retrouvent entre eux pour... voilà. Donc sur Facebook, il y a un groupe Facebook francophone qui regroupe des gens qui croient que le changement climatique et le fait que le changement climatique soit causé par des activités humaines, c'est une imposture. On fait ça, il y a des gens qui disent ça pour nous embêter, etc. Et bah, si vous allez dans ce groupe, évidemment, vous ne rencontrerez que des gens qui pensent comme ça. C'est pas parce qu'ils pensent tous pareil que les articles et les choses qu'ils citent sont intéressantes, bien souvent non. Ce qui est certain, c'est que vous n'aurez pas de discussion. Moi, j'ai essayé, je suis allé voir, hein, pour essayer de voir quel type d'argument, hein, en toute bonne foi, quel type d'argument s'échange. Et en fait, si vous postez un message pour mettre un tout petit peu en doute ou poser des questions, bah, vous vous faites insulter parce que vous êtes manipulé par la vérité dominante, etc. Donc, en fait, voilà, il y a ce biais, de chambre d'écho sur les réseaux sociaux qui fait que d'abord on donne une importance démesurée aux messages qui sont chargés d'émotions, hein, soit parce qu'ils font rire, ou ils choquent, ou ils indignent, etc. Donc l'ambiance sur les réseaux sociaux n'est pas propice à la discussion raisonnée, dialectique, argumentée. Et deuxièmement, ben, on est de plus en plus enfermé dans un cercle de gens qui pensent pareil, puisque en fait, si on essaye de penser un tout petit peu différemment, on se fait insulter, donc on se sent pas très à l'aise, donc on reste pas. Et donc ceux qui restent sont, voilà, de plus en plus des gens qui pensent pareil. Et ça, c'est un danger des réseaux sociaux, sans être technophobe ou alarmiste, hein, c'est un vrai danger. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des groupes de la société qui font sécession intellectuellement et qui veulent plus parler aux autres, ça devient dangereux pour la démocratie en général, hein. Il y a un cas extrême qu'on peut observer dans notre monde actuel, c'est le mouvement MAGA aux États-Unis. Vous savez, c'est les supporters de Donald Trump qui ne parlent plus du tout aux autres. Et si on leur dit quelque chose qui ne rentre pas dans leur vision de la réalité, qui est une vision de la réalité très spéciale auquel n'adhèrent que ces gens-là, bah, ils veulent plus leur parler. Et si il y a un journal ou un organe de presse ou un site internet ou quoi que ce soit qui met en doute la manière dont eux conçoivent la réalité, bah, ils le lisent plus. Et donc ça fait des communautés de gens qui sont complètement inaccessibles à un dialogue avec les autres. Voilà. Donc méfiance avec les médias. Les médias, ça peut être une tribune, une vitrine sur laquelle on voit s'exposer des opinions, mais en aucun cas il faut les prendre comme source primaire d'une information fiable, hein. Il faut remonter. Si vous voyez une émission de radio qui cite un article du Monde qui parle d'un phénomène scientifique, et bien remontez à l'article du Monde, et dans l'article du Monde, ils vont citer leurs sources, ils vont dire qu'ils l'ont lu dans telle ou telle revue scientifique, et ben, en général, c'est là que se trouve la source d'information primaire. Et je ne dis même pas la vérité, je dis la source d'information primaire. Donc les arguments qui ont été établis par les gens qui ont eux-mêmes établi les faits et qui ont proposé leur interprétation. J'ai bien compris que la majorité des scientifiques disent que le changement climatique est un phénomène bien réel et qu'il est causé par les activités humaines. Mais il y en a quand même quelques-uns qui disent le contraire. Alors, même s'ils sont moins nombreux, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont tort? Ce n'est quand même pas le nombre qui fait la vérité, non? Non, bien sûr, c'est pas le nombre qui fait la vérité. Mais c'est tout de même un petit peu louche que vous trouviez une poignée de noms de gens qui se disent scientifiques parce qu'effectivement, ils ont un doctorat et qu'ils ont eu des postes dans la science, mais qui prétendent seuls contre tous, hein, contre des milliers et des milliers de scientifiques, contre l'immense majorité des scientifiques experts de leur domaine,
avoir raison, et qui en plus ne veulent pas parler avec les autres. C'est-à-dire que en fait, quand on leur demande pourquoi ils ont raison, ils disent parce que les autres m'empêchent de dire la vérité. Euh, c'est suspect. Alors en réalité, il s'agit souvent d'une poignée de scientifiques qui sortent de leur domaine de compétences. Donc quelqu'un qui vient vous dire qu'il est comme Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation, qui vient vous dire que la théorie selon laquelle les activités humaines réchauffent le climat, c'est une imposture, c'est un mensonge. Il est pas expert des sciences du climat, il est géophysicien. Donc il a sans doute une brillante carrière dans son domaine, il a eu une brillante carrière comme ministre de l'Éducation, comme directeur de l'Institut de physique du globe, mais là, en l'occurrence, il parle de choses qu'il ne connaît pas. Et il parle de choses qu'il ne connaît pas et sur lesquelles il n'a pas eu un souci réel de s'informer avec honnêteté. Alors, il y a souvent les discours, effectivement, qui viennent de gens qui assoient leur argument d'autorité sur le fait qu'ils ont un doctorat et qu'ils ont occupé un poste de chercheur, et qui prétendent contredire la vérité générale, font preuve d'une grande malhonnêteté intellectuelle. C'est difficile de démontrer ça en quelques phrases à l'oral, là, juste moi devant vous. Mais il y a une excellente enquête, une vidéo-enquête faite par Rodolphe Meyer, qui est lui-même un scientifique spécialiste de l'analyse environnementale, et qui a fondé la chaîne de vulgarisation scientifique Le Réveilleur sur YouTube. Donc il y a une très très belle vidéo de la chaîne Le Réveilleur qui analyse le discours d'un climato-sceptique notoire de ces dernières années qui s'appelle François Gervais et qui est impeccable dans ce qu'elle démontre un à un tous les arguments qui ont l'air d'être des arguments rationnels, qui ont l'air d'être des arguments de bon sens, etc., pour montrer à quel point, en réalité, ce sont des témoignages d'une énorme malhonnêteté intellectuelle. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. C'est un modèle pour comprendre comment on peut essayer de manipuler l'opinion avec des discours pseudo-scientifiques. C'est quoi cette malhonnêteté intellectuelle? Ben d'abord, il y a de l'usurpation d'autorité scientifique. D'abord, essayer de se faire passer pour un expert du climat alors qu'on ne connaît qu'une toute petite partie des sciences concernées par les phénomènes. Se présenter comme un co-auteur du GIEC alors qu'en fait on fait partie des 78 000 personnes qui ont envoyé des observations écrites au rapport du GIEC. Hein, et sachant que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le rapport du GIEC, le GIEC s'est imposé l'obligation de répondre à toutes les remarques qu'il recevait. Ça inclut un manque de rigueur, voire une franche mauvaise foi dans la présentation et l'examen des données. Donc vous verrez dans cette vidéo de la chaîne Le Réveilleur comment François Gervais tronque une courbe, crée des courbes interpolées qui ne collent pas réellement à la réalité, et puis il le fait en écartant les morceaux de la courbe qui ne vont pas dans son sens, assoit ses conclusions sur des hypothèses non valides. Et puis ce qui frappe surtout dans les discours, ce type de discours anti-scientifique qui se donne un vernis scientifique, c'est un assemblage complètement hétéroclite de contre-arguments. Hein. Bien souvent, les contre-arguments s'appuient sur un ou deux contre-exemples. Donc on va sortir, voilà, il a fait très chaud en telle année du XXe siècle, donc vous voyez que le réchauffement climatique, ça date pas d'aujourd'hui, ou alors il a fait très froid la semaine dernière, donc qu'est-ce que c'est que ces histoires de réchauffement climatique? On pourrait en dire autant, ce que je développe sur cet exemple du réchauffement climatique qui est un peu central dans ce cours. On peut en dire autant des mêmes méthodes de manipulation qui ont été utilisées sur l'affaire de l'amiante, sur les méfaits du tabac, sur les effets des vaccins. Voilà. À chaque fois qu'il y a un sujet sur lequel il y a une attente du public, parce que c'est sensible, donc une attente du public d'une certaine polémique, on trouve des gens comme ça qui sortent de leur domaine et qui créent un assemblage d'arguments hétéroclites. Donc, revenons au phénomène du changement climatique, par rapport au corpus de connaissances accumulées par les 14 000 articles examinés par le groupe 1 du GIEC,
qui apportent tous des preuves, des corrélations du fait que le taux de CO2 augmente dans l'atmosphère, que ce taux est corrélé à une augmentation de l'effet de serre, un mécanisme qu'on comprend de mieux en mieux, qui est décrit par des milliers d'articles, que cet effet de serre explique l'augmentation du climat, etc. etc. Donc un ensemble de faits cohérents qui s'inscrivent dans le même cadre. Les contre-arguments avancés par François Gervais dans la vidéo décortiquée par la chaîne YouTube Le Réveilleur, c'est une poignée d'articles, les uns qui disent qu'il y a des cycles naturels du climat qui sont dus au cycle de rotation de la Terre autour du Soleil, d'autres qui sont dus à l'activité volcanique. Certains, c'est des cycles de 50 ans, d'autres des cycles de 70 ans. Donc, c'est des arguments mis bout à bout qui ne forment absolument pas un cadre cohérent. C'est juste des petites graines de doute qui sont semées par-ci par-là et qui, contrairement à la théorie dominante à laquelle ils prétendent s'attaquer, ne s'inscrivent pas dans un cadre cohérent. Donc, ça a été très bien décrit, ce phénomène de l'armée de faits hétéroclites jetés contre une théorie générale dans le livre de Gérald Bronner qui s'appelle La démocratie des crédules et qui montre que c'est un procédé habituel depuis le 19e siècle, hein, de la rhétorique complotiste qui prétend dénoncer des vérités qu'on nous impose d'en haut et qui seraient dominantes. Voilà. Voilà. Et puis ces scientifiques qui prétendent dénoncer le discours dominant, il y a une présentation de mauvaise foi des prétendues failles dans le discours dominant. Ces failles sont bien souvent juste des apparences. On fait appel au bon sens du téléspectateur pour dire ah vous voyez, mais c'est parce qu'on ne creuse pas le sujet. Donc un exemple, c'est François Gervais qui dit vous vous rendez compte l'incertitude des rapports du GIEC pour l'évolution de la température moyenne du globe en 2100 ils hésitent entre 1,5 degré et 8 degrés. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ils n'ont qu'une certitude, puisque vous vous rendez compte le degré d'incertitude. Donc ça c'est de la mauvaise foi pure, puisque le GIEC fait des précisions avec des modèles extrêmement élaborés, et cette différence entre plus 1,5 degré et plus 8 degrés, c'est la différence entre différents scénarios. C'est-à-dire ils disent qu'est-ce qui va se passer si on freine, effectivement, on arrive à avoir des accords internationaux pour freiner l'émission des gaz à effet de serre, qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à avoir des accords à la hauteur, et qu'est-ce qui va se passer si on laisse partir le système en live et qu'on émette toujours on brûle autant de combustible fossile qu'il est possible de faire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc c'est pas de l'incertitude en fait, c'est des scénarios. Voilà. Et donc prétendre euh, poser ça à un public qui bien souvent est déjà acquis d'avance, comme de l'incertitude ou du manque de rigueur scientifique, c'est de la pure mauvaise foi probablement. Et puis ces gens, ces climato-sceptiques qui ont un diplôme et qui s'en servent pour faire passer leur discours, hein, les plus connus dans la sphère française, c'est Claude Allègre il y a quelques années, maintenant François Gervais, Vincent Courtillot. Euh, il y a une dénonciation complètement imaginaire d'une sorte de dictature de la pensée. Hein, on fait taire les discours minoritaires. C'est pour ça, moi, on ne veut pas que je parle. Donc, si j'ai pas, si j'ai pas d'article dans les revues scientifiques, c'est parce qu'il y a il y a une dictature de la pensée qu'on veut m'empêcher, on veut me faire taire, on veut faire taire les voix pas orthodoxes. Bon, c'est du complotisme pur, c'est de la paranoïa, et c'est en fait la science, le fonctionnement ordinaire de la science fourmille de contre-exemples qui prouvent que c'est pas vrai et que c'est de la pure paranoïa. C'est-à-dire que il y a l'exemple d'une équipe de physiciens il y a quelques années qui avait mesuré des neutrinos qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière. Il y a rien qui est plus désagréable pour un physicien que de remettre en cause les connaissances, la théorie la plus fondamentale, la plus acceptée, la théorie de la relativité générale, hein, qui dit que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est même pas une impossibilité physique, c'est une impossibilité théorique. Le modèle est construit pour que ça n'existe pas, ça n'ait même aucun sens. Donc, mesurer un flux de neutrinos qui va plus vite que la vitesse de la lumière, je peux imaginer à quel point pour des physiciens, ça doit être embêtant de publier ça. Et malgré tout, vous voyez le fonctionnement de l'honnêteté scientifique et du processus de recherche de la vérité et de recherche des faits, c'est que les physiciens qui l'ont observé n'en ont pas cru leurs yeux,
ils étaient bien embêtés d'observer un truc qui remettait en question leurs croyances les plus fondamentales. Ils l'ont quand même publié. La revue, le comité de lecture de la revue qui a reçu cette communication l'a publié, alors que pareil, hein, c'était des gens que ça embêtait bien, voilà. Et finalement, c'est la même équipe qui avait observé ces faits qui, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, a réussi à trouver l'explication de pourquoi ils observaient ce phénomène, et c'est effectivement un problème d'appareil de mesure et pas la violation d'un des dogmes les plus fondamentaux, enfin d'un des éléments les plus fondamentaux de la théorie de la relativité générale, qui est que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Donc, vous voyez, cet exemple même, le fait qu'il y ait un article qui viole tout ce qu'on peut croire dans une discipline sur les choses les plus fondamentales et qui est quand même examiné, qui est soigneusement relu avant d'être publié, qui est publié quand même, prouve bien que c'est pas vrai, il n'y a pas de discours dominant qui cherche à empêcher de s'exprimer les voix discordantes. Donc c'est simplement, on fait appel au goût d'un certain public à voir des héros qui s'opposent tout seuls contre le système. Mais c'est un héroïsme de façade. Je veux dire, Claude Alec se comparerait volontiers à Galilée, hein, le savant qui avait proposé une vision héliocentrique du monde et qui a été condamné par l'Église. Sauf que c'était pas les comités de rédaction des revues scientifiques qui condamnaient Galilée et qui l'empêchaient d'exprimer. C'était effectivement la papauté de l'époque qui voyait ça comme une contradiction avec sa vision du monde. Aujourd'hui que les religions, dans leur grande majorité, sont plus hostiles à la science, ben, les gens comme Claude Alec doivent s'inventer des persécuteurs imaginaires. Donc voilà, ils trouvent des discours dominants, des groupes d'intérêt qui voudraient les faire taire. Mais en réalité, absolument personne n'interdit à Claude Allègre ou à François Gervais de publier un article dans une revue de climatologie. Ils peuvent très bien envoyer des manuscrits. Et si ça n'a jamais été publié, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont jamais rien envoyé, c'est très probable, ou parce que s'ils ont envoyé ce qu'ils ont publié dans ce qu'on a pu lire ou entendre d'eux dans d'autres supports grand public, ben c'est normal que ça n'ait pas été publié, parce que c'est pas publiable. Hein, parce que c'est de la manipulation, parce que c'est des données tronquées, parce que c'est des arguments hétéroclites, de mauvaise foi. Voilà. Euh, Claude Allègre a publié son livre L'imposture climatique aux éditions Plomb, qui est une édition qui publie des mémoires de stars, de familles royales et des livres complotistes sur le complot des élites contre les campagnes françaises. Donc c'est pas, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure sur le jeu de la vérité médiatique qui n'a pas la même économie que le jeu de la vérité scientifique, ben là le marché de l'édition Plomb n'est pas le même que le marché d'une maison d'édition scientifique. Ce qu'elle cherche, c'est à vendre du papier et pas à publier un document sérieux. Hein. Donc, méfiance avec ces scientifiques non orthodoxes. Bien souvent, ils font une utilisation, ils usurpent leur titre scientifique, leur doctorat, pour faire passer des messages qui relèvent de la malhonnêteté intellectuelle. Vous disiez tout à l'heure que les milliers de scientifiques qui travaillent et aboutissent à la conclusion que les activités humaines dérèglent le climat n'ont rien à y gagner. Mais les gens qui disent le contraire, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Ben, je ne suis pas psychologue, mais donc je ne sais pas ce qui se passe exactement dans la tête de chacun. Hein. Chacun a sans doute ses propres motivations, mais ce qui est sûr, c'est que pour jouer ce rôle-là, il faut avoir un gros désir de reconnaissance, et c'est quelque chose qui peut s'observer, par exemple, dans le cas de Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation, qui était un peu sorti des radars médiatiques et qui probablement devait bien aimer être devant les caméras. Euh, et puis, ces gens-là sont, en un sens, dans le conflit cognitif qui se joue chez chacun entre les connaissances et le mode de vie. Il faut trancher, et ces gens-là sont le témoignage de cas où on a tranché pour le mode de vie. Je m'explique. Si vous apprenez que pour résoudre les problèmes de la planète actuellement, entre autres le problème du réchauffement climatique, il faut arrêter d'avoir un mode de vie qui gaspille des ressources et qui les consomme frénétiquement, ça veut dire
potentiellement, si vous faites partie d'une certaine catégorie de la population des pays riches, il y a des choses qu'il va falloir changer dans votre mode de vie. Enfin, les grosses voitures, les voyages en avion, le renouvellement des équipements, des vêtements, etc. On peut un certain temps vivre avec la connaissance qu'il y a quelque chose qui cloche et en continuant à agir d'une manière qui n'est pas compatible. Et puis on ne peut pas vivre indéfiniment comme ça parce qu'on a tous dans la tête un petit mécanisme qui essaye de garder une cohérence interne entre nos connaissances et nos actions. Donc ça crée de l'inconfort cognitif et cet inconfort on le résout soit en alignant nos actes en conformité avec nos connaissances, soit en se réfugiant dans le déni et en cherchant à refuser ces connaissances ou à essayer à toute force de trouver un moyen de démontrer qu'elles sont fausses pour ne plus avoir de raison de s'en faire. À un grand coup pour le reste de l'humanité et pour la planète. Donc je ne sais pas si ces gens-là sont personnellement dans le cas où ils y croient vraiment eux-mêmes ou s'ils jouent juste le rôle de réconforter les gens qui sont dans cette situation-là. Ce qui est sûr, c'est que comme il y a plein de gens qui sont dans le même cas, qui n'ont pas envie d'entendre dire qu'il faut manger moins de viande rouge ou qu'il faut prendre moins l'avion, ben, il y a une niche économique à occuper. C'est-à-dire il y a des gens, tout bêtement, qui sont prêts à écouter avec plaisir, voire à acheter des discours qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est un phénomène qui existe, qui est bien connu, qui s'applique à plein d'autres sujets. Pour prendre un exemple sur un autre domaine, il y a eu un livre qui a eu un succès fantastique aux États-Unis en 1994 qui s'appelait The Bell Curve, qui était écrit pourtant par deux scientifiques de renom, Richard Einstein et Charles Murray. C'était faisait partie de ceux qui avaient eu un prix Nobel pour la découverte de l'ADN. Et ce livre disait que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs et que c'est pour ça qu'il ne fallait pas leur donner d'aide sociale. Donc ça paraît absurde, mais ça a été publié, et ça a été publié, et ça a été acheté. Et si ça a été acheté, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient envie d'entendre dire ça. En un sens, des gens qui se disent ce que je pense, c'est pas bien, tout le monde me dit que c'est pas bien. Ah, mais s'il y a des scientifiques qui me disent que, alors, c'est pas si pas bien que ça, voilà. Donc il y a toujours ce phénomène d'inconfort cognitif qui pousse les gens à rechercher activement un élément de support, de soutien à leur envie que tout ce qu'on leur dit ne soit pas vrai. Mais hélas, c'est vrai. Voilà, et ce discours, il est malhonnête d'un point de vue intellectuel. Je ne sais pas si les gens le font consciemment ou non, mais il est rentable. Il est rentable pour des éditeurs comme Plomb, qui est l'éditeur qui publie le livre L'imposture climatique de Claude Allègre, ou il est rentable en termes de chiffre d'affaires dans ce cas. Il peut être rentable en termes de notoriété pour les journalistes qui créent du buzz. Euh, et puis il est rentable, l'industrie du déni est rentable aussi pour les gens qui concrètement, actuellement, gagnent encore de l'argent en vendant des combustibles fossiles et en poursuivant de nouveaux projets d'extraction de combustibles fossiles.